Un chaleureux accueil à tous les auditeurs de notre série de podcasts VIP Tech Job qui arrive sur les ondes grâce au projet Erasmus+, VIP Tech Job 2. Le projet VIP Tech Job, Time to Act, vise à faciliter l'accès au monde du travail pour les jeunes malvoyants. Derrière ce projet se cachent des jeunes et des animateurs engagés venant de Belgique, de Grèce, d'Italie et d'Espagne. Dans nos épisodes, nous vous emmènerons à la découverte d'initiatives incroyables, d'outils intelligents et d'histoires inspirantes de jeunes déficients visuels liés à la facilitation de l'accès au monde du travail. Une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Clarence, je travaille chez Views International et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Pascal Burkel qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît ? Oui, tout d'abord dire, quand je parle au féminin ou au masculin, pour moi c'est la même chose. Donc parfois j'utiliserai le féminin et ce sera pour le masculin et le féminin, et parfois le masculin ce sera pour les deux aussi. D'accord. Oui, donc Pascal Burkel, j'ai environ 40 ans. Après un certain âge, on ne dit plus son âge, enfin c'est ce qu'on dit. Et pour le moment j'habite à Liège. Et je suis entre autres déficient visuel, mais j'ai bien d'autres qualités. Voilà en gros pour me présenter. Merci Pascal. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours professionnel ? Oui, donc de façon générale, comme beaucoup de personnes actuellement, et peut-être aussi les personnes qui sont porteurs d'un handicap, mon parcours professionnel, il est fait de périodes de chômage, d'emploi, de formation, de volontariat. Et donc voilà, comme nous sommes dans une société qui met les gens en concurrence les uns avec les autres, c'est parfois compliqué. Donc il y a des périodes de chômage et nous, en tant que personnes aveugles et malvoyantes, nous sommes parfois, souvent, en tout cas discriminés. Nous ne sommes pas les seuls, les personnes étrangères, les personnes aussi qui vivent dans la précarité. Les femmes aussi ont plus difficilement accès au marché de l'emploi parce que c'est un marché, ça ne devrait pas l'être, mais c'en est un. Et aussi, à l'intérieur de ce marché-là, ont plus difficilement accès à des postes à responsabilité, en tout cas, pour les personnes porteuses d'handicap. Voilà, cela étant dit, plus particulièrement en ce qui me concerne, après la primaire, d'abord maternelle et puis secondaire, j'ai étudié des études d'assistance sociale. Ça correspondait aux valeurs de solidarité et d'émancipation que je souhaitais voir arriver dans ce monde. Voilà, après ça, j'ai été quelque temps aussi au chômage, j'ai étudié aussi la sociologie. Par la suite, ce qui a été important, c'est une des rencontres aussi avec Views. Donc, c'est une association qui permet à des jeunes, entre autres, d'avoir une dimension internationale dans les relations aux autres, de pouvoir faire des volontariats à l'étranger ou des échanges de jeunes. Et donc, comme je souhaitais partir depuis un certain nombre de temps, j'ai eu l'occasion de faire un volontariat en Espagne. Ça a été vraiment quelque chose de fondamental. Ça m'a permis de prendre beaucoup confiance en moi, de découvrir une nouvelle langue. J'ai eu la chance aussi de tomber, c'était en 2011, où il y avait le mouvement des indignés en Espagne. Et donc, ça a été une prise de conscience politique aussi. Voilà, il y avait le club de foot de Lannemoursenne monté en seconde division B, donc on a bien fait la fête, pas seulement pour ça. Donc ça, c'était des moments fort importants aussi dans l'émancipation personnelle aussi, et de pouvoir aussi prendre conscience avec d'autres, dans le cadre de Views, dans le cadre d'échanges de jeux que nous faisons, des difficultés aussi que d'autres jeunes hommes, d'autres jeunes femmes peuvent rencontrer aussi. Donc ça a été un moment très, très important dans ma carrière, quel grand mot, professionnel. Voilà, j'ai travaillé aussi, j'ai fait aussi un volontariat en Amérique du Sud. Là, c'était financé par le tremplin job, c'était l'ONEM qui me permettait de faire ça. Tout cela pour dire aussi qu'il y a certains projets qui sont subventionnés, qui existent et qui permettent justement d'avoir des expériences à l'étranger. Et ça peut être utile, on en reparlera peut-être un peu plus tard, pour trouver de l'emploi notamment, et voilà, gagner de la confiance en soi, apprendre une langue, découvrir d'autres cultures, gagner en autonomie aussi. Voilà, c'est toute une série de choses qui sont importantes. Entre-temps, plusieurs périodes de chômage, recherche d'emploi, je me suis reformé aussi en espagnol en revenant ici.
Voilà, j'ai travaillé aussi dans une AMO et dans un milieu ouvert. Là, j'ai appris le travail de rue. Ça, c'était assez passionnant. Oui, travailler dans la rue, vraiment à la rencontre des besoins des personnes, en respectant leur rythme et l'endroit où ils vivent. Donc ça, c'était avec des jeunes. Ça, c'était vraiment intéressant. Et maintenant, je travaille comme professeur au CPSE, qui est une école de promotion sociale. Je donne des cours pour des futures assistantes sociales. Et ça me passionne. Mais je suis toujours demandeur d'emploi et j'ai quelques heures de prof là. Donc voilà, de façon générale, mon parcours, donc voilà, qui était fait de volontariat, de période de chômage qui s'appliquait. Et donc voilà l'enjeu de tout ça, comment trouver du sens, relier. Ça c'est un des enjeux aussi importants dans des parcours qui sont parfois un peu morcelés. Comment garder la motivation, comment aussi être reconnu aussi par les employeurs, parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous, mais il y a des choses qui dépendent pas de nous aussi. Voilà, ça c'est quelques aspects. Mais là, pour le moment, le travail de prof me passionne et je suis bien là. C'était un parcours très varié et très intéressant. Tu nous as parlé, entre autres, des défis que tu as rencontrés aussi dans les difficultés éventuelles dans cette recherche d'emploi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Oui, les défis, il y en a plusieurs. D'abord, c'est pas lié à l'organisation de l'économie. On est quand même, oui, dans une société qui met en concurrence, ça je l'ai déjà dit, mais surtout aussi les conditions de travail se sont dégradées pour beaucoup de personnes, donc et aussi les conditions d'accès au chômage. Les deux sont liés, donc ça c'est vraiment très compliqué. Le statut cohabitant aussi qui existe, ça je pense que pour des personnes notamment qui ont des problèmes de vue, si elles veulent garder leur taux plein, elles ne doivent plus vivre avec d'autres personnes, donc plus vivre avec leur famille, plus vivre avec leurs amis, donc forcément elles se retrouvent seules à la maison. Mais quand on est seul, il nous faut plus de temps, nous, pour personnes handicapées, pour tout faire, notamment chercher, faire à manger, faire les courses, etc. Donc, si on est seul, si on pouvait compter sur de la solidarité tout en maintenant nos droits, nos revenus, on aurait plus de temps pour chercher l'emploi et un emploi de meilleure qualité. Donc ça, voilà la difficulté aussi des conditions de travail qui s'empirent, le sous-financement, notamment dans le social. Voilà, tout ça, ce sont des freins qui n'aident pas, mais pas seulement pour les personnes handicapées, pour les femmes, pour les personnes étrangères. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Un autre défi qui est compliqué, c'est quand on parle d'une personne qui est malvoyante, c'est de faire comprendre aux gens ce que je vois ou ce que je ne vois pas. Ça, parce que ça peut varier évidemment en fonction de la luminosité, en fonction de mon état de fatigue. Avec le temps, donc c'est rendre intelligible la réalité. Bon, peut-être que pour une personne aveugle qui ne voit rien du tout, là, il y a une représentation qui est plutôt faite, quoique il peut encore avoir des représentations tronquées, mais c'est ça aussi, il y a tout un travail de représentation qu'il faut faire. Il y a parfois des stéréotypes qui ont parfois la peau dure. Donc voilà, il faut travailler sur les représentations que la société a de nous, personnes handicapées. Donc à la fois nous considérer comme des personnes capables de nous émanciper, mais aussi avoir des difficultés. C'est les deux. À la fois nous reconnaître dans ce qu'on a, de compétences et de difficultés, mais aussi de permettre de nous émanciper de ça. Donc ça, c'est pas toujours facile. Donc par exemple, au boulot, même si il y a des primes qui sont données aux employeurs, la vie qui finance du matériel adapté, ça c'est une très bonne chose. Les transports en commun qui sont gratuits, très bien aussi, vive la sécurité sociale, ça c'est de très bonnes choses. Il n'empêche que travailler sur les représentations, c'est compliqué. Malgré tout ça, quand on fait un travail, on le fera peut-être parfois plus lentement ou différemment. Et donc ça, il faut pouvoir l'accepter, il faut que les employeurs l'acceptent. Donc ça, et que les collègues aussi le comprennent. Donc ça demande vraiment un travail d'accueil, d'ouverture et aussi de rendre intelligible, de rendre compréhensible notre réalité que nous vivons, parce que souvent, c'est ça aussi une difficulté, c'est que dans les personnes qui sont au poste de pouvoir, il y a peu de personnes porteuses d'handicap, comme on dit maintenant. Et donc, le travail n'est pas pensé souvent par nous. Donc ça, voilà, c'est un enjeu aussi important, c'est de nous réapproprier aussi, comme pour parler des termes marxistes, les outils de production et d'accéder aussi aux lieux de prise de décision pour que nous puissions aussi déterminer, nous, nos propres conditions de travail qui permettraient de travailler et de mettre en évidence le potentiel que nous avons et que chaque personne a, y compris les personnes qui voient un peu différemment que les autres. Donc voilà ça, ce qui a été les défis. Et oui, un autre défi aussi, c'est quand on alterne les périodes de chômage, d'emploi, voilà, comment garder du sens par rapport à ça,
c'est pas toujours facile. Donc voilà, l'importance d'être soutenu, d'avoir des relations, amicales, familiales, amoureuses, c'est tout des choses qui peuvent aider. Mais voilà, c'est pas toujours facile, mais voilà quelques défis. Et justement, comment rester déterminé, motivé dans ce parcours de recherche d'emploi? Est-ce qu'il faut être toujours motivé? Je sais même pas, parce que c'est aussi la question du sens du travail. Travailler pour travailler, ça n'a pas toujours du sens. Il y a aussi beaucoup de souffrance. Il peut y avoir de la souffrance au travail, de la discrimination, de la maltraitance. Ça existe. Hein. Il y a du harcèlement, oui, ça existe beaucoup envers les femmes. Ça existe aussi envers les personnes handicapées. Donc, le travail à n'importe quel prix, non. Donc, voilà. Mais, par contre, ce qui a aidé, là je vais parler des éléments peut-être qui m'ont aidé, c'est de pouvoir essayer d'identifier vraiment, apprendre à se connaître soi-même, essayer aussi d'identifier les conditions favorables au travail, justement, en termes de cadre de travail, ça m'aide beaucoup. Quand j'étais au chômage la dernière fois, j'étais accompagné par un centre Edith, et là, je vais citer son nom, Madame Samerzik, qui m'a aidé à ça. Donc on a travaillé sur mes besoins, mes compétences, et donc j'ai pu vraiment identifier dans mon parcours ce qui était important, mes besoins en termes de temps de travail, de rythme, de luminosité, mais aussi quels besoins, voilà, en termes de relations, de temps, tout ça est abordé. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ça. Une fois qu'on est conscient de ça, on peut essayer de l'expliquer aux futurs employeurs, aux employeuses, mais ça ne suffit pas non plus, parce qu'il y a une partie de la réponse qui n'est pas en notre main. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, en tout cas individuellement, et ça, c'est ça aussi. Donc voilà. Sinon, comment garder la motivation? Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a la fête, il y a la lecture, il y a les sorties. Enfin voilà, il y a le cinéma, il y a les engagements sociaux. Voilà, le travail peut être pris au sens large aussi. Donc, ça c'est la question d'une vie. Comment trouver du sens? Mais voilà, mais c'est pas toujours évident. Et parfois, le travail n'a plus de sens. Il faut aussi pouvoir éventuellement se retirer si on subit de la maltraitance, si à un moment donné, le travail ne convient pas et qu'on a trop de difficultés, on doit pouvoir trouver ou s'organiser collectivement pour que le marché, qui s'appelle plus le marché de travail, pour que l'emploi puisse permettre aussi aux gens à des moments donnés de se retirer si c'est trop compliqué. Donc voilà, ça je pense que collectivement, en termes d'organisation, il y a des choses aussi sur l'organisation de l'économie qui peuvent et qui doivent être améliorées à ce niveau-là. Super. Et j'en profite pour faire justement un lien, parce que tu parlais de choses très intéressantes par rapport à ton travail, oui. Par rapport à ta recherche. Quel serait pour toi le métier idéal, le métier de tes rêves? J'en avais eu beaucoup là. J'aurais voulu être commentateur sportif, envoyé spécial, écrivain, professeur. Donc je suis en partie pour le moment. Donc voilà, là, pour le moment, c'est celui-là. Donc un métier aussi qui me permet d'être en contact avec d'autres, mais qui me permet d'avoir une certaine autonomie, qui me permet aussi de faire d'autres choses à côté, de ne pas être trop fatigué, pour pouvoir aussi avoir du temps pour la famille, pour les gens que j'aime, pour mes engagements sociaux. Donc ça, c'est important aussi. On est des êtres de travail, mais pas seulement. Anthropologiquement, on est aussi d'autres choses. Voilà, on est aussi des êtres de relations, d'amour. Il faut aussi que le travail permette d'aimer à côté, de se reposer, de lire, tout ce qu'une personne peut aimer faire. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ça, par rapport à l'organisation du travail, il y a vraiment des choses à faire. Et aussi dans une diminution collective du temps de travail, ça ce serait important, parce qu'il y a des tas de gens qui travaillent trop, qui souffrent de trop de travail. Je vais parler de maltraitance, il y en a des gens qui doivent des horaires impossibles. Et puis il y en a beaucoup qui cherchent de l'emploi aussi. Donc des réductions collectives du temps de travail avec maintien des droits pour répartir mieux les richesses et le travail, ce qui permettrait notamment à nous, personnes handicapées, parce que voilà, dans notre cas c'est particulier, souvent, si on doit travailler à mi-temps, à quart-temps, le salaire ne suffit pas. Or, nous sommes souvent parfois plus vite fatigués, nous faisons le travail moins vite, et voilà, ça nous permettrait à nous, mais pas seulement. Je pense qu'il y a tout un certain nombre de personnes qui rêveraient de travailler moins et de faire autre chose que de travailler. Donc ça, c'est important aussi, de mieux répartir le travail, mais avec un maintien du salaire à temps plein. Ça, je pense que c'est un enjeu qui aiderait les personnes porteuses de handicap d'être en position de choisir plus, en tout cas, leur travail qui correspondrait aux rêves, à leurs aspirations. Donc ça, c'est un enjeu
un enjeu aussi. D'accord. Tu nous as dit que tu étais actuellement professeur au Oui. CPSE. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a aidé à trouver ce poste? Oui, donc là, au-delà de ce que j'ai dit sur la solidarité via le matériel adapté qui est remboursé, la vie, les transports en commun, ça c'est vraiment fondamental, il faut le maintenir. Plus personnellement, là, ce qui m'a aidé, c'est aussi voilà, le rencontre avec Madame Samerzik j'ai oublié la sauce, je l'ai dit tout à l'heure, bref, ça c'est vraiment travailler sur ses besoins, ses représentations, et ses compétences, ça c'est important aussi. Et aussi, là, ce qui m'a aidé, c'est les relations que j'ai pu tisser. Donc, concrètement, ce qui m'a aidé, c'est que je salue Yves Bodard, c'est un ami avec lequel je joue au lot, et lui, il travaillait là-bas. Et donc, il m'a proposé une fois d'aller lire des mémoires. Et donc, j'ai lu des mémoires pour des éducatrices, et je me suis fait connaître dans l'école, et puis je l'ai fait pendant plusieurs années. Et puis par la suite, dans mon cadre de mon boulot à l'AMO, j'ai participé à quelques réunions là-bas organisées par le CPSE. Et donc le CPSE a commencé à me connaître, j'imagine. Et donc quand j'ai postulé de façon informelle, parce que ça aussi, postuler de façon informelle, ça c'est important aussi, ça nous permet de voir vraiment les emplois dont on pense qu'ils pouvaient rencontrer nos aspirations, nos rêves. Parce que les offres d'emploi, c'est compliqué aussi. Ça, je reviens sur les freins aussi, mais c'est la bagnole. On est dans une société qui est quand même fort ancrée sur le déplacement autour de la voiture. C'est compliqué. Et souvent, nous, en tant que personnes aveugles et malvoyantes, si on ne sait pas conduire, il y a une bonne partie du travail qui nous échappe. Donc voilà, mais essayons de postuler quand même. On peut être engagé. Moi, dans le boulot que j'étais pris avant, à la MO, ils me demandaient une voiture. Apparemment, j'ai su convaincre les employeurs et mes futurs collègues. Ils m'ont pris. Donc, parfois, ça peut marcher. Donc voilà, ça c'est important. Et alors, ce qui m'a aidé aussi, c'est les contacts aussi avec d'anciens profs qui m'ont aidé aussi. Là, je vais citer Didier Somzé aussi, un prof que j'avais eu d'assistant social, que j'ai été rencontré. Et là, voilà, nous avons simulé un peu un entretien d'embauche. Et comme lui, il avait été prof ou il était prof à l'école, je ne sais plus, il a pu me mettre en condition. Et comme il me connaissait de mon parcours, voilà, me valoriser. Donc, voilà, faire appel au réseau, à la solidarité. Voilà, j'identifie, j'oublie encore ça. J'imagine quelque chose, peut-être des éléments, mais de façon générale, voilà les éléments qui ont été importants, en tout cas déterminants pour trouver cet emploi. Ok, donc en quelques mots, est-ce que tu nous proposes une formule gagnante pour trouver du travail? Oui, je suis contre la royauté, mais alors pour trouver du boulot, il faut être fille ou fils de roi au premier rang. Donc là, vous êtes sûr de trouver un emploi de roi. Alors c'est pas le meilleur boulot du monde, enfin si, mais peut-être que c'est pas très marrant, mais voilà ça. À part de la reine Elisabeth, là, son fils, je sais pas s'il sera roi un jour, mais non, une formule, je sais pas, j'ai pas vraiment de formule. Il y a une partie qui dépend de nous. Donc ça, c'est important d'essayer de trouver un sens individuellement et collectivement. À partir du moment où on cherche ce sens, peut-être qu'on trouvera du boulot, un boulot qui est pertinent et qui nous fait vibrer, mais il y a une partie, nous en tant que personnes aveugles et malvoyantes, nous n'avons pas toute la solution. La société doit être plus accueillante, pas seulement pour nous, je l'ai dit, pour les personnes étrangères, le marché de l'emploi, enfin pas le marché de l'emploi, il ne faut plus parler dans ces termes, pour les femmes aussi, et voilà, pour les personnes âgées, pour toutes les personnes qui sont considérées comme différentes. Et il y a aussi un gros travail qui doit être fait. Mais sinon, des formules, une phrase comme ça, non, je n'ai pas vraiment de... Est-ce que tu as un message à transmettre aux jeunes déficients visuels qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont en recherche d'emploi? Ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit, malgré le contexte économique qui est difficile, qui nous met en concurrence, il y a quand même certaines possibilités et essayons de trouver du sens, de réinventer de nouvelles choses, de nouvelles façons d'être en relation, de nouvelles façons d'être à l'emploi. Voilà, après, mais le travail, pas forcément n'importe quel travail à n'importe quel prix aussi. Nous devons pouvoir conserver aussi notre dignité. Donc, voilà, le message, je ne sais pas si je peux en dire d'autres, parce que dire que nous n'avons pas de pouvoir, ce serait mentir, parce que nous avons quand même une capacité d'agir individuellement et collectivement. Dire que tout dépend de nous, qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir, c'est faux. Mais donc voilà, ça se joue quelque part entre ces deux dimensions-là. Mais courage,
tenez bon, et si vous cherchez de l'emploi, j'espère que vous pourrez trouver un emploi qui correspond à vos aspirations. Mais il n'y a pas que l'emploi aussi, il y a d'autres choses. La vie aussi vaut la peine d'être vécue pour autre chose. Donc, il y a l'emploi rémunéré, mais il y a tout ce qui est secteur associatif qui peut faire des liens avec le secteur aussi rémunéré, le bénévolat. Après, à un moment donné, le bénévolat, j'en ai fait aussi un certain nombre de temps. On souhaite aussi être rémunéré. C'est bien beau de faire du bénévolat, mais il faut aussi pouvoir savoir vivre aussi. Donc, sinon, vive les gens qui vont autrement. Pascal, merci beaucoup pour ce petit interview. C'était un plaisir. Merci, le plaisir était partagé. Ouais. Et merci à la Lumière ici de nous accueillir. C'est particulier parce que je viens souvent emprunter des livres ici audio et je me retrouve dans ces studios-ci. Et voilà, j'y ai fait aussi il y a très très longtemps aussi un stage en tant qu'assistant social ici à la Lumière. Donc voilà, j'ai pas cité, mais c'est aussi un stage qui m'avait aussi marqué dans ma prise de conscience aussi avec la déficience visuelle et aussi avec Views. Donc voilà, et puis pour moi d'être dans ces studios. Merci Pascal. Et ce podcast a été réalisé par Views International avec l'aimable collaboration de Pascal et aussi du studio d'enregistrement de l'ASBL La Lumière que nous remercions sincèrement. Cet épisode est arrivé jusqu'à vous grâce au projet VIP Tech Job 2 et au programme Erasmus+. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.viptechjob.eu et http://viewsinternational.eu. Nous vous invitons à écouter notre podcast sur Spotify, YouTube ou là où vous écoutez vos podcasts. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans l'un de nos prochains épisodes. Merci.